Et c'est leur Philippe de l'infomédia du jour. Ils ont 6 ans, 8 ans, 12 ans. Ils sont les héros de vidéos mises en scène par leurs parents. On les appelle des enfants youtubeurs ou des enfants influenceurs. Dans leurs vidéos, ils ou elles ouvrent des cadeaux, ils jouent à des jeux offerts par des marques. Est-ce que c'est pour le plaisir ou est-ce que c'est du travail ? Jusqu'à présent, cette activité n'était pas encadrée juridiquement, mais c'est en train de changer. La semaine dernière, une proposition de loi a été examinée à l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée à l'unanimité, a été saluée par Muriel Pénicaud, qui est la ministre du Travail, et par Franck Riester, ministre de la Culture. Et pour en parler, nous sommes avec Bruno Studer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député LREM du Bas-Rhin et c'est vous qui avez déposé cette proposition de loi qui vise à encadrer l'activité des mineurs de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. À vos côtés, Thomas Romer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, OPEN, on dit Open. Avant de parler de cette proposition de loi, on va faire un état des lieux. Quelle était la règle jusqu'à présent, monsieur le député ? Les parents ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent ou presque ? Presque. Ils étaient encadrés dans leur activité économique parce qu'ils généraient quand même des revenus. Mais sinon, l'état des lieux, c'est qu'il y avait un double vide juridique. Dans le cas où il y avait une relation de travail qu'on pouvait clairement établir entre le parent et l'enfant, eh bien, l'enfant n'était pas protégé par le statut, par exemple, qui existe pour les enfants du spectacle, les enfants acteurs, les enfants chanteurs ou les enfants mannequins. Oui, par exemple, c'est très très précis. Par exemple, des enfants chanteurs qui montent sur scène ne peuvent pas jouer tous les soirs, les 5 soirs de la semaine. Il faut en prévoir plusieurs dans la distribution et plein de choses comme ça. C'est ça, il y a un ensemble de protections. Alors d'abord, le droit au consentement, on examine comme s'ils sont d'accord. Ensuite, le droit au loisir, le droit au repos, le droit à l'instruction. On vérifie, les services sociaux vérifient que l'enfant va bien ou à l'école ou est en tout cas bénéficiaire d'une instruction. Et puis après, bien entendu, il y a la question de où est-ce que va l'argent qui est généré par l'activité. Dans le cas des enfants du spectacle, c'est de l'argent qui est placé sur un compte en banque jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Il ne peut jamais toucher. Alors la proposition de loi, votre proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée. Elle va être examinée ensuite au Sénat, c'est la règle. L'activité des mineurs de moins de 16 ans va donc être encadrée. C'est sur les plateformes en ligne. Comment exactement ? Quel encadrement ? Que prévoit votre projet ? Alors c'est effectivement un encadrement, c'est pas une interdiction. Il ne s'agit pas d'interdire. Après tout, on peut se réjouir qu'il y ait des nouvelles formes d'expression, de création, voire d'entrepreneuriat sur Internet. Mais il faut toujours se dire qu'il faut respecter et protéger les intérêts supérieurs des enfants. Donc on va dans certains cas transposer simplement ce qui existe pour les enfants du spectacle à ces enfants youtubeurs. On va les faire rentrer dans cette catégorie parce qu'on peut établir une relation de travail entre notamment le parent qui donne des consignes et l'enfant qui les exécute. Et puis après c'est monétisé, puis ça fait l'objet du placement de produits. Mais après, ce qui est passionnant avec Internet, c'est que ça rebat toutes les cartes. Ça rebat notamment les cartes de l'espace privé, l'espace public. On a pu le voir ces derniers jours avec force, mais ça rebat aussi toutes les cartes, notamment celle du droit du travail. Parce que dans certains cas, il y a des enfants qui ne sont pas dans une relation de travail. Par exemple, il n'y a pas de consigne. Vous pouvez filmer votre enfant dans la vie de tous les jours, monétiser la vidéo, faire du placement de produits. Par exemple, votre enfant joue bien au foot, vous le filmez, vous monétisez la vidéo et puis vous passez un contrat avec une marque de sportswear pour qu'il porte les bonnes marques de chaussures dans la vidéo, etc. Mais pour autant, donc, il n'est pas dans une relation de travail parce qu'il n'y a pas de consigne, mais il n'est plus dans du loisir non plus, parce qu'il y a un intérêt lucratif derrière. Et donc, il fallait inventer, pour le coup, vraiment inventer un nouveau système de protection. Donc, on rend une déclaration des parents obligatoire au-delà de certains seuils, que ce soit des seuils de revenus, que ce soit des seuils de nombre de vidéos, d'heures de vidéo, parce qu'il peut y avoir des cas où, même s'il n'y a pas de revenus qui sont générés, il y a des parents qui poussent leur enfant à faire des vidéos parce qu'ils voient un bon filon, peut-être. Et puis, il faut responsabiliser les entreprises qui font du placement de produits. Donc, il y a une amende qui est prévue pour ces entreprises si elles ne vérifient pas que ces déclarations ont été faites. Et d'ailleurs, 48 heures avant le vote de la proposition de loi, on s'est rendu compte que l'industrie la Fédération Jouets et Périculture a fait passer une charte à ces entreprises pour justement aller, on va dire, moraliser un petit peu la pratique du placement de produits chez ces kits influenceurs. Vous venez à peine de l'évoquer, j'allais justement vous en parler. Comment va se passer la vérification ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que ce sont les entreprises ? Est-ce que c'est les parents qui vont déclarer ? Comment vous allez savoir ce que gagnent les parents ? Comment vous allez vérifier que les vidéos sont bien tournées le mercredi, le week-end, pendant les vacances et pas pendant les heures de cours ? Mais en fait, c'est différents acteurs qui vont rentrer en jeu, y compris les associations de protection de l'enfance qui vont pouvoir signaler un certain nombre de cas qu'elles auront identifiés grâce à la collaboration avec les plateformes, notamment que j'exige dans la rédaction de l'article 4. Et ensuite, c'est simplement un outil de plus. Ça ne va pas tout permettre de résoudre du jour au lendemain. De toute façon, la loi... Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment vous allez vérifier que les parents respectent la charte que vous exigez ? Alors c'est plus qu'une charte. La charte,
c'est pour les D'accord, mais ma question c'était comment vous vérifiez? Alors comment on vérifie? Eh bien tout simplement, l'administration est capable d'avoir des données, on va avoir des informations grâce à la collaboration qu'on exige des plateformes, et puis ensuite c'est soit la protection de l'enfance, c'est-à-dire la direction départementale de la cohésion sociale qui va pouvoir diligenter des enquêtes dans ces familles-là, soit c'est le juge qui va pouvoir examiner simplement les revenus qui sont générés par cela et comment est-ce qu'ils sont traités. Et puis après, c'est typiquement, par exemple, un enfant du spectacle, pour avoir l'autorisation de le faire jouer dans un film ou dans une pièce, eh bien, vous passez devant une commission. Oui, mais ça c'est très facile, puisqu'on sait quand il est sur scène, il y a une équipe de tournage. Mais comment savoir que les parents font refaire prise sur prise sur prise et que pendant 2 heures, le petit gamin doit faire un numéro de jonglage au lieu de l'avoir fait en 5 minutes? C'est là où ça va être très difficile. Eh bien, dans le cas d'une relation de travail, il y a des informations qui sont à donner de la part du producteur, hein, en l'occurrence ici le parent, mais effectivement, c'est entièrement délicat puisque vous rentrez dans le domicile des gens. Après, c'est pour ça que dans une des dispositions de la loi, c'est de faire des recommandations au nombre d'heures de tournage maximum par journée. Dans le cas où on n'a pas une relation de travail, mais effectivement, c'est pas facile de le contrôler, mais ça n'est pas impossible. En tout cas, c'est un nouvel outil à disposition, encore une fois, des associations, de l'autorité départementale et du juge. Thomas Romer, je l'ai dit, vous êtes président de l'association Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Comment vous travaillez avec les familles, avec les enfants? Vous êtes saisi de ce sujet depuis assez longtemps. En 2018, vous aviez saisi le défenseur des droits pour que ces mineurs bénéficient du même statut, notamment que les enfants mannequins. Où en est votre combat? Écoutez, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucune réponse. On avait même saisi la justice. Ouais. On n'a pas de réponse. On avait demandé une qualification, justement, en voyant clairement un parallèle avec l'industrie du spectacle et toute cette loi très protectrice, qui était d'ailleurs issue d'une histoire que tout le monde, peut-être vos auditeurs se souviennent, l'affaire Jordi. Ouais, bien sûr. Qui avait permis la mise en place, justement, de cette loi qui est plutôt bien fichue, parce qu'on râle souvent en France, on dit souvent que les choses qui vont pas, mais là, on avait quand même une loi qui était très bien faite, qui n'était pas dans l'interdiction, mais plus dans l'encadrement, la protection de publics vulnérables que sont les enfants. Et nous, du coup, on s'est rendu compte que ce phénomène prenait de l'ampleur, que les vidéos étaient de plus en plus nombreuses, généraient de plus en plus de clics, et puis surtout, quand on s'est amusé à aller compter le nombre de vidéos qui étaient publiées, on arrivait pour certaines chaînes à plus de 30 vidéos par mois, ce qui voulait dire clairement que ces enfants n'avaient plus d'activité de loisir. Parce qu'une vidéo qui dure 10 minutes, en tant que professionnel de l'audiovisuel, je ne vais pas vous apprendre que derrière, il y a du montage, il y a du temps de tournage qui dépasse tout ça. Vous savez quoi? Même nous ici, on ne fait pas 30 émissions par mois. On en fait 22. Non mais c'est juste, le chiffre est ahurissant. On va entendre à quoi ça ressemble. On marque une pause, les enfants peuvent se reposer et ensuite on va entendre, ils peuvent nous écouter parce que, chance, nous sommes en vacances scolaires. Oui. Alors on va entendre à quoi ressemble une vidéo YouTube avec des enfants. L'extrait choisi, c'est une vidéo de Swan et Néo. Ils ont 8 et 14 ans et ils sont suivis par 4,5 millions d'abonnés sur YouTube. Extrait. Coucou les garçons! Bonjour tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Très bien! On espère aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est mon anniversaire! Voilà! Bon anniversaire! Non, je rigole, c'est l'anniversaire de Néo! Voilà, nous fêtons les 5 ans de Néo. Bon anniversaire Néo! Non, il est 15 ans. Et parmi les cadeaux, tu le sais déjà, il y a également les cadeaux de certains abonnés. Et oui. Et sur les réseaux sociaux, il y a plein de super messages absolument Oui, j'en ai vu pas adorables. mal. Oui, qui te souhaitent un merveilleux anniversaire. Il y en a Merci plein. à vous, c'est vraiment hyper sympa. Oui, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous. C'est trop gentil. C'est la maman qui parle? Ce sont les parents qui parlent? Oui. La chaîne existe depuis 2015. Swan, qui a 8 ans aujourd'hui, il a débuté à 3 ans. Il chantait une chanson devant la caméra. Vous avez eu l'occasion, Thomas Romer, de parler, de discuter avec leur maman. Elle vous a dit quoi? C'est un loisir pour elle, c'est pas un travail? Alors, malheureusement, je n'ai pas pu discuter. Je vous avouerai que suite à la saisine de la justice, elle n'était pas très contente. Elle nous a même fait des petites vidéos. Vous avez communiqué avec elle? On a essayé d'échanger avec elle. L'idée, une fois encore, il n'était pas de montrer du doigt ses parents et de vouloir moraliser tout ça. L'idée, c'était juste de partir d'un statut de personnes vulnérables que sont les enfants et de dire que là, il y avait quelque chose qui commençait à partir un petit peu dans tous les sens et que ça méritait peut-être d'être un peu plus encadré. Non, la discussion était très compliquée dans la mesure où, en effet, par voie de presse interposée, elle nous répondait souvent que c'était une activité de loisir. Personnellement, quand j'emmène ma fille à la plage, je ne crée pas une société. Et c'est pourtant ce qu'elle a fait. Combien ça rapporte? Alors, c'est assez difficile parce qu'en plus, la monétisation... Non, mais à vue de nez, c'est 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, comme ça. Selon nos estimations à l'époque, on était, sans les contrats publicitaires, à environ plus de 150 000 euros mensuels.
150 000 € mensuels. Oui. Hein, il y a peu de gens qui les gagnent. Déjà dans la vraie vie. Ils reçoivent des cadeaux. On va entendre un autre extrait. C'est la chaîne Studio Bubble Tea qui est animée par Calice et Athéna. 12 et 7 ans. Elles sont suivies par 1,5 million de personnes. Extrait. On commence par Lego Duplo. Alors, miam, miam, miam. Est-ce que tu veux que je t'aide, Calice? Non. Mais les veux papa moller. Elle est là, la pâte à modeler. Tiens, allez, ça va t'occuper. Pendant que Calice ouvre cette jolie boîte. Regarde, Wow! on fait des glaces, Athéna? Miam, 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 miam. Alors, Calice est en train de faire sa première glace. Le papa de Calice et Athéna qu'on entend expliquer au Figaro qu'il a rencontré l'inspection du travail, qu'il a été contrôlé par les services sociaux qui voulaient s'assurer que ses enfants allaient bien. Il n'y a eu aucune suite. Je me fais l'avocat du diable. Où est le problème, monsieur le député? Si tout va bien, si les enfants sont consentants, Bruno Studer? Par exemple, le problème, c'est que ce papa, qui effectivement a fait un certain nombre de démarches, quand il m'a rencontré, il a demandé si la loi était rétroactive. D'accord. Donc ça l'inquiétait ou pas du tout? A priori. Ouais. Est-ce que parfois on peut dire qu'il y a des cas de maltraitance ou est-ce que là je vais trop loin et que le terme est trop fort? Mais les cas de maltraitance, c'est soit à l'autorité départementale de les établir, soit au juge. C'est pas au législateur que je suis. Le législateur que je suis, il a à prendre des dispositions. Écoutez, moi j'ai vu des images aux États-Unis. Il y a un exemple limite. Oui. Il y a des parents qui s'amusent et qui s'amusent vraiment parce qu'ils, enfin, je sais pas s'ils s'amusent vraiment. Justement, on peut en parler. Où des parents lancent une tranche de fromage sur la tête de leur bébé pour qu'il reste collé. C'est le cheese challenge. Oui, tu sais, le fromage qu'on met dans les hamburgers. Ou alors ils font croire qu'ils ont mangé tous les bonbons d'Halloween et ils filment leur réaction. Et certains enfants se mettent dans des états pas possibles. Sur un enfant de 4 ans, est-ce qu'on n'est pas à la limite de la cruauté? Bien sûr que si. Là, vous parlez notamment de ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. C'est pour que ça n'arrive pas en France qu'on légifère. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France est le premier pays à légiférer. Mmh. Et ensuite, c'est encore une fois, pour avoir l'autorisation de tourner ces vidéos, dans le cadre d'une relation de travail, ces enfants vont passer devant une commission qui est composée notamment de professionnels de la psychologie enfantine, qui vont effectivement s'assurer de la bonne santé psychologique de ces enfants, avec toutes les limites que l'on sait, parce que quand vous avez l'exposition médiatique de ces enfants depuis l'âge de 3 ans, par exemple, ou même parfois plus tôt, avec parfois des dizaines, des centaines de millions de vues, il n'y a plus aucune intimité. Moi, je m'interroge vraiment sur la façon dont un enfant peut se construire sans intimité. C'est assez alarmant, je pense. Et puis il y a le droit à l'oubli. J'imagine que peut-être Jordi, il était pas content quand il avait 18 ans d'avoir été ce gamin qu'on voyait faire dur d'être un bébé comme un petit singe savant tout sympathique qu'il fut. C'est pour ça que j'ai fait voter effectivement une disposition qui va permettre à ces enfants de demander la suppression, même si on sait que supprimer définitivement les choses c'est toujours très compliqué, mais en tout cas sans attendre 18 ans ils vont pouvoir demander la suppression de vidéos dans lesquelles ils apparaîtraient, dans lesquelles ils ne souhaiteraient plus se voir, ou tout simplement quand ils sont à l'école ou au collège ils veulent pas que leurs copains les voient dans ce genre de situation. Thomas Romer, on parle de l'encadrement des enfants youtubeurs, mais il y a un autre sujet, ce sont les enfants qui eux regardent leurs vidéos. Ils voient des enfants qui jouent avec des jouets, qui vont eux-mêmes vouloir, ça s'appelle de la pub, purement et simplement. Téléachat. Tout à fait. En effet, on parle souvent de ces enfants qui sont dans l'écran, mais il y a ceux qui les regardent, puisque c'est eux qui génèrent cette audience. Je rappelle que pour l'une des premières chaînes, c'est plusieurs milliards de vidéos vues. Et il y a un vrai cocktail un petit peu, je dirais, maléfique. Vous avez du coup des enfants qui regardent d'autres enfants dans un écran, donc on connaît déjà l'attirance des enfants naturels pour les écrans, en train d'ouvrir des paquets de bonbons ou des jouets. Donc là, on a atteint un summum qu'aucun publicitaire n'aurait pu concevoir ou imaginer. On est dans vraiment le paroxysme de l'ubérisation de tout ça. Et puis, il y avoir aussi une pression sociale très très forte, c'est que si les cadeaux sont chers, vous avez des enfants qui ont envie d'un cadeau cher avec les parents qui n'ont pas les moyens de leur acheter et qui se sentent dévalorisés. Il y a une triple peine. Oui, et puis n'oublions pas que comment souvent sont consommées ces vidéos par des enfants qui sont eux-mêmes seuls derrière les écrans, parce qu'on est face à des écrans babysitters, ça c'est un autre sujet, un autre sujet que nous on traite également à l'Open, mais en effet, il faut s'interroger aussi sur la manière dont ces contenus sont consommés par ces enfants, et face à des images qui en effet sont pas déconstruites par les parents, ça peut avoir un impact. Depuis le 6 janvier, YouTube bloque la diffusion de publicités ciblées sur les vidéos destinées aux moins de 13 ans, les chaînes qui mettent en scène des enfants, mais aussi les vidéos de comptines, de dessins animés. C'est une législation américaine, c'est une très bonne chose, j'imagine, c'est un début.
Écoutez, honnêtement, hein, on reproche beaucoup de choses aux GAFAM sur ce sujet. Moi, je dois dire qu'on a toujours pu dialoguer de manière assez constructive avec les équipes de Google. Dès qu'on avait saisi la justice, le responsable de Google, de YouTube Europe, était venu me rencontrer. On avait échangé de manière très constructive. D'autant plus que ce phénomène, il est mondial. Nous, on a été contactés par des associations du monde entier, Brésil, Allemagne, etc. Voilà, puisqu'on précise, YouTube appartient à Google. Merci beaucoup, Thomas Romer. Vous êtes président d'Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Et merci beaucoup, Bruno Studer, député LREM du Bas-Rhin. Merci pour ce projet de loi. Il va passer au Sénat, il va revenir, il va être voté pareil à l'unanimité, selon vous. Je pense que, y compris pour les plateformes, s'opposer à l'encadrement de l'exploitation des enfants, je pense que personne n'a intérêt à aller dans ce sens-là. On est tous d'accord ici. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.